Monsieur le ministre, comment vous y est? Allô, monsieur le ministre, comment vous y est? Content de parler avec nous. Content de parler avec nous, et puis, ou toujours bien, est-ce qu'on est en forme, monsieur le ministre? Oui, tout le monde en forme, nous tous bouqués avec pandémie, mais bon, Napkimbe. Alors, monsieur le ministre, bien heureux d'être vraiment avec vous. Ça fait un petit bout de temps qu'on devrait se parler, mais que voulez-vous, hein? Les choses arrivent en leur temps. Deux ministères dans un, beaucoup de responsabilités. On a dit que vous étiez un ministre, l'environnement avait un demi-ministre. Est-ce que vous avez cette impression-là maintenant que ça fait un petit bout de temps que vous occupez les deux fonctions, monsieur le ministre? Non, en fait, je pense qu'on peut se rassurer d'une chose, et je suis le premier soulagé ou rassuré, c'est que j'ai de très, très bonnes équipes avec moi. Je ne suis pas seul là, pour accomplir ces deux mandats-là. Donc, j'ai des gens là qui m'accompagnent autant pour le volet environnement que pour le volet lutte au racisme. Je serais seul que je serais le premier inquiet. Mais je suis très, très bien supporté. Même au niveau parlementaire, j'ai le privilège de travailler avec mon collègue Amy Christopherski, qui est adjoint parlementaire au dossier spécifique de la lutte au racisme. Donc, c'est un travail là, qui se fait en équipe. Alors, entre-temps, depuis le temps que vous avez ce mandat de l'environnement, c'est sûr, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est un ministère qui a pris beaucoup de galons, avec beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'attentes de la part du ministre comme tel, qui doit donner des résultats. Oui, et en fait, les deux responsabilités ont gagné en importance là, au fil des années, compte tenu de l'intérêt là, que le public leur porte. Et c'est une chose d'avoir la responsabilité, c'en est une autre d'avoir la volonté de changer les choses, mais ce qu'il y a de très, très important aussi, c'est d'avoir les moyens de faire ces changements-là. Autant au niveau de la lutte au racisme, on a des sommes budgétaires là, qui sont budgétées, qui sont confirmées dans le dernier budget, même dans la mise à jour économique, qui nous ont permis de faire des avancées, somme toute substantielles. Au niveau de l'environnement aussi, le ministère de l'Environnement n'a jamais eu autant de budget qu'avec le présent gouvernement. Donc, on a les moyens de nos ambitions et ça nous permet là, de faire des avancées là, qui sont non négligeables. J'aime entendre ça. C'est rare qu'on a les moyens de nos ambitions. Et ça, malgré tout ce que la pandémie a pu faire à l'économie québécoise, monsieur le ministre. Tout à fait. En fait, je me souviendrai toujours du 10 mars 2020. C'était jour de présentation du budget au Québec. L'environnement a eu la part belle. Ça a été qualifié d'ailleurs par plusieurs de budget de l'environnement. Cependant, 3 jours après, l'OMS déclarait là, cette pandémie mondiale. Donc, j'étais le premier inquiet de pouvoir maintenir le budget qui m'avait conservé, le budget qui m'avait été octroyé. Et ce fut le cas. Donc, malgré les soubresauts de l'économie qui ont été nombreux là, depuis 2 ans, j'ai pu bénéficier là, de budgets conséquents en matière d'environnement. Et concernant le dossier de la lutte au racisme, à l'intérieur de la dernière année, parce que le mandat est relativement nouveau, il date d'1 an, ce sont essentiellement 200 millions de dollars là, qui ont été confirmés pour différentes mesures, des mesures qui vont nous aider là, à améliorer le portrait de situation. Donc, dans les deux cas, heureusement, il y a l'appui du ministre, donc du collègue aux finances, du premier ministre en premier lieu, et de l'ensemble des collègues là, pour se donner la capacité là, de procéder aux changements qui s'imposent. Moi, monsieur le ministre, j'ai autant intérêt sur le premier dossier l'environnement que sur le dossier de lutte contre le racisme, mais permettez-moi d'insister sur les questions environnementales parce que ça nous touche tous et quel que soit l'endroit où on se trouve à travers le monde. Est-ce que ça vous inquiète du fait que les environnementalistes préjugent que le Canada n'atteindra pas, le Québec aussi n'atteindra pas ses cibles en environnement?
un enjeu qui est certainement préoccupant et dans les faits, on ne doit pas se dédouaner en disant ça. Là, il n'y a pas de pays à travers le monde qui malheureusement ont atteint leur cible. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec est bien résolu à ce que la cible de 2030 soit atteinte. Donc pour le Québec, ce sera une façon là, de réitérer son leadership en la matière. Mais ce que ça signifie, parce que la marche, elle demeure très, très haute, ce sont d'ici là, les 8 prochaines années, les 8-9 prochaines années, des efforts assez colossaux qui doivent être faits au niveau autant de l'électrification de nos transports, par exemple, parce que ça représente tout de même 45% de nos émissions au niveau industriel et même au niveau personnel. Chacune d'entre nous avons la possibilité de faire une différence là, dans ce défi-là qui nous concerne tous. Mais là aussi, on a une démarche là, qui est clairement définie, très appuyée en termes de moyens budgétaires, mais surtout des cibles avec des objectifs précis. Parce que c'est une chose d'avoir une cible générale, mais si on n'a pas de mesures spécifiques avec la possibilité de déterminer quel sera le résultat de chacune de ces mesures, si ces mesures-là ne sont pas financées, bon, on se limite au discours et c'est malheureusement ce qui s'est vécu au Québec, oui, ces dernières années, mais un petit peu partout aussi à travers le monde. Donc, faut résolument passer des discours à l'action en matière environnementale. En tout cas, il y en a une qui est la première citoyenne de la ville de Montréal qui estime que Québec traîne les pattes à aider le transport en commun, surtout la STM. Mais or, vous savez que si les Montréalais prenaient davantage de transports en commun, ça aiderait pas mal l'environnement, parce que je comprends que le ministre de l'Environnement doit aussi avoir les yeux sur tous ces budgets-là, parce qu'il y va de l'intérêt de l'ensemble de la collectivité que plus de gens possibles prennent le transport, utilisent le transport en commun. Les incitatifs pour le transport en commun, la mairesse de Montréal dit, elle trouve que Québec traîne la patte dans l'aide à apporter au transport en commun à Montréal. Je suis en communication constante avec notre mairesse sur le côté de Montréal et elle sait fort bien qu'il n'y a pas non plus un gouvernement par le passé là, qui a mis autant d'argent au niveau du transport collectif. Non seulement on a aidé ces dernières 2 années les sociétés de transport à compenser leurs pertes parce que moins d'usagers compte tenu de la pandémie, ça signifie aussi moins de revenus. Donc les sociétés de transport ont été dédommagées. On est aussi en voie de réaliser là pour 55 milliards de dollars de projets de transport collectif dans la grande région de Montréal et ailleurs dans d'autres régions du Québec. Et il n'y a pas d'équivalent. Donc, on y croit. Oui, le transport collectif est une façon de diminuer nos émissions. Et c'est la raison pour laquelle, autant sur l'île de Montréal, dans sa partie ouest, on a le REM de l'Est qui est en développement. On a la ligne bleue qui enfin se voit là, avancer après des décennies littéralement de tergiversation. Un projet là, qui est en préparation sur le côté de la Rive-Sud également. Bref, on y croit au transport collectif. Et là aussi, on s'est peut-être limité à de simples discours ces dernières années. On a un gouvernement là présentement là qui a des objectifs très, très précis à ce niveau-là, qui va se donner les moyens de les atteindre. Monsieur le ministre, la question de l'environnement, oui, ça prend beaucoup d'espace, effectivement, et il semble que le monde n'arrivera à gagner la lutte que dans la mesure où les pays industrialisés passent la main à ces pays en développement. Or, en apparence, il n'y a pas de passation, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de solidarité avec les pays en développement. Haïti a été frappé et constamment frappé par des tremblements de terre. Je n'ai pas senti une aide substantielle de la part du Québec. Je parle du Québec en particulier par rapport à ces situations catastrophiques qui touchent mon pays d'origine, le pays de celle que vous aimez aussi beaucoup. Tout à fait. En fait, ce sont des questions là, très légitimes et peut-être commencer là, plus globalement.
le défi climatique, on ne le réalisera pas seul. Donc, le Québec est un joueur, oui, il doit faire sa part, mais en même temps, les principaux émetteurs que sont, par exemple, les États-Unis, la Chine, l'Inde, qui représentent, là, États-Unis, Chine uniquement, là, c'est à eux deux plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si il n'y a pas de transformation radicale, et le mot est juste là de leur façon de faire, malheureusement, là, on n'arrivera pas aux résultats escomptés. Et vous avez tout à fait raison, ce sont souvent les pays les plus au sud, dans certains cas les plus hypothéqués par rapport à leur géographie, mais même au niveau économique, qui sont les plus susceptibles de vivre les effets des changements climatiques. Donc, il faut les avoir à notre esprit là lorsqu'on prend des engagements en la matière. Et je dois, en toute honnêteté, là, vous dire le Québec comme État infranational, c'est-à-dire un État qui n'est pas un pays, et l'un des États infranationaux qui est les plus impliqués sur la scène internationale au niveau justement là du partage des savoirs, l'accompagnement des pays du Sud. D'ailleurs, j'étais à la COP. C'est une instance là, qui se réunit à chaque année à l'automne au niveau des changements climatiques. La dernière avait lieu en novembre dernier du côté là, de Glasgow en Écosse, et le Québec a reçu un prix. J'ai reçu au nom du gouvernement du Québec un prix des Nations Unies pour justement cette aide qu'il apporte au niveau des pays du Sud. On a d'ailleurs un programme qui a été mis spécialement sur pied qui s'appelle là, le programme de coopération internationale pour les changements climatiques. Donc le Québec fait sa part et de façon assez notable pour être souligné là, aux Nations Unies. Maintenant, la lutte contre le racisme, Benoît Charette, ça a commencé drôlement votre mandat parce que tout le monde au Québec, au Canada, s'entend pour reconnaître un problème de racisme systémique, alors que le gouvernement dont vous faites partie ne reconnaît pas le racisme systémique, mais finalement, on va couper la poire en deux en reconnaissant, comme a dit le Premier ministre, qu'il s'agit tout simplement de s'attaquer au mal, à la racine. Comment votre ministère a entamé la gestion de la lutte contre le racisme et quels sont les résultats de manière concrète des premiers mois qui auraient été obtenus? Ce sont aussi de bonnes questions. Dans les faits, certains s'arrêtent beaucoup à des débats sémantiques. Vous dites, ailleurs au Canada, on a tendance à reconnaître l'expression racisme systémique, c'est vrai, sauf que dans les autres provinces et au Canada, au gouvernement fédéral, on n'a pas pour autant un ministre ou une ministre qui est entièrement dédié avec responsabilité ministérielle à la lutte au racisme. Donc, sans blâmer mes collègues des autres provinces, il y a les discours, mais il y a l'action. Et c'est la première fois au Québec qu'on a, et je ne le dis pas parce que c'est moi qui ai ce privilège ou cette responsabilité-là, mais c'est la première fois au Québec qu'on a un ministre avec une responsabilité ministérielle. Ce que ça veut dire, c'est que si les dossiers n'avancent pas, on ne cherchera pas de responsable indéfiniment, on ne se renvoiera pas les uns les autres la balle. Je suis responsable de ce dossier-là. Donc, c'est à moi de rendre des comptes, c'est à moi de démontrer que l'on avance. Et justement, après une année, ma foi, les résultats sont plutôt encourageants. Je vous le disais, là, ma nomination date d'une année, là, presque jour pour jour. Et à travers le budget de l'année dernière, à travers la mise à jour de novembre dernier, ce sont déjà plus de 200 millions de dollars là, qui ont été investis dans ces dossiers-là. Et le mandat que j'ai, le premier ministre, a été très, très clair, c'est de réaliser chacune des 25 actions du rapport du groupe d'action contre le racisme. Donc, ce n'est pas choisir celle qui est peut-être la plus facile à réaliser. C'est réellement un mandat de réaliser les 25. Et on touche à bien des domaines, que ce soit la sécurité publique à travers les interpellations policières, que ce soit au niveau de notre système d'éducation, que ce soit au niveau de notre réseau de la santé. Et d'ailleurs, en décembre dernier, j'ai pu faire un bilan et pour chacune des 25 actions à réaliser,
on est en chantier, donc on est en action. Et ce sera aussi mon mandat régulièrement de mettre à jour ces données-là pour qu'on puisse se retrouver, voir où on en est dans la réalisation là, de chacune de ces actions. Naturellement, ça inclut toutes les minorités. Il y a les Premières Nations. Dans certains cas, c'est des gens qui vivent, parce que nous, ici, les Noirs, minorités, on vit dans la grande région métropolitaine comme les Québécois, dépendamment de nos capacités, mais ces Premières Nations, dans certains cas, vivent dans une espèce de quart-monde où on a tous ces problèmes du tiers-monde et plus. C'est inacceptable lorsqu'on vit dans un pays développé comme le Québec, le Canada. Tout à fait. Et c'est pour avoir visité plusieurs communautés, et pas depuis uniquement ma nomination, mais depuis bien des années. C'est vrai que le choc est très brutal par endroits lorsqu'on se rend compte que certaines communautés au Québec n'ont pas, par exemple, l'eau courante, n'ont pas l'électricité. Donc, on se dit que ce sont des situations qui sont tout simplement inacceptables. Et c'est la raison pour laquelle, dans le groupe d'action, dans le rapport qui en a découlé, on a des mesures là, qui touchent spécialement nos collègues et concitoyennes là, des différentes nations autochtones. Et là-dessus, j'ai le privilège d'être appuyé là, par un collègue que j'apprécie aussi particulièrement, Yann Lafrenière, qui est responsable des dossiers autochtones. Et lui aussi a pu faire un bilan des actions qui ont été menées là, au cours de la dernière année, et même un petit peu avant, étant donné là, que sa nomination et aussi là antérieure au dépôt du rapport. Bref, c'est je peux pas dire un chantier, ce sont des chantiers qui sont bien lancés avec une relation qu'on essaie d'établir là, de nation en nation avec les différentes nations autochtones. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes conscient, vous êtes vous-même directement concerné par ce problème de racisme au Québec, mais comment vous abordez le fait que de génération en génération, les groupes racisés vont être toujours en arrière dans leur développement, même au Québec. Comment vous abordez cette question-là? Comment comprendre cette question-là si on ne veut pas parler de système qui favorise ce type d'écart-là? Enfin, on a de bonnes et malheureusement c'est ce qui rend la chose plus dommage, pour ne pas dire triste. C'est documenté depuis des années. Les gouvernements québécois depuis des années ont commandé étude après étude. Donc le portrait de situation, il était établi depuis des années. Bon, s'est arrêté malheureusement trop souvent à la réalisation des études sans réaliser les plans d'action qui auraient dû en découler. On sait qu'il y a des réalités là, particulières au niveau des interpellations policières. On le voit dans les proportions, dans les groupes qui sont davantage visés. Maintenant, on le savait sans pour autant agir concrètement. Et c'est ce qu'on est venu faire, et c'est ce que ma collègue Geneviève Guilbeault, qui est vice-première ministre, mais également ministre de la Sécurité publique, est en train de faire avec l'étude d'un projet de loi, là, et ça se fait ces semaines-ci, qui va venir encadrer justement la pratique pour s'assurer que nos policiers et policières retiennent les bonnes actions. En même temps, ce n'étaient pas des directives qu'ils avaient. Donc, c'est des biais qui ont pu se développer, et c'est là où j'ai de la difficulté à parler de système, parce que c'est le système aujourd'hui qui se mobilise en quelque sorte pour corriger une situation là qui est trop souvent vécue et qui vient à chacune des fois le heurter les gens qui vivent cette expérience-là. Mais c'est le système aussi qui, au cours de la dernière année, a fait en sorte de conclure une entente, que ce soit avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, pour justement mieux former en continu nos policiers et policières. Et c'est ce même système qui est venu changer le cursus scolaire des futurs policiers et policières là, qui sont présentement en formation. Donc, il y a une mobilisation
qui est bien, bien réel pour changer un problème qui, malheureusement, est connu depuis un certain temps, mais qui n'avait pas été adressé là, de façon adéquate. Et je suis entièrement convaincu pour les côtoyer que la plupart des policiers et policières au Québec veulent bien faire, mais en même temps, il y a une nécessité là, de formation continue, et c'est ce qu'on vient garantir là, avec les différentes transformations là, qui ont été implantées au cours de la dernière année. Monsieur le ministre, on a vu un bel effort de la part de, j'imagine, du gouvernement, on va le dire, pour ne pas parler de votre ministère, à vulgariser le fait racisme au Québec, à vulgariser dans des publicités, des publicités qui ne sont pas passées inaperçues, qui ont été l'objet de critiques. Comment vous réagissez à ces publicités-là? D'ailleurs, comment vous allez pouvoir jauger la réussite ou la non-réussite de ces publicités-là dans le temps? Peut-être déjà mentionné, et ça c'est un élément nouveau, c'est la première fois que le gouvernement du Québec met en place une campagne sociétale de publicité contre le racisme. Là, il y a quelques publicités qui ont circulé ces dernières semaines, ces derniers mois, qui ont beaucoup fait jaser, oui, c'est vrai, mais en même temps, ce ne sont pas les mêmes publicités que l'on va voir au cours des 3 prochaines années. Donc, ce volet-là a pris fin en janvier dernier, mais tout au long des 3 prochaines années, donc, on verra différents volets se succéder pour faire un petit peu et c'est la comparaison que j'aime bien faire. La Société d'assurance automobile du Québec, avec les années, a fait différentes campagnes, tantôt pour sensibiliser sur le cellulaire au volant, sur l'alcool au volant, sur la vitesse au volant. Donc, on veut reproduire la même chose au niveau de la lutte au racisme en abordant différents volets. Je comprends que le premier volet a suscité certaines réactions. En même temps, entre nous, ce que je souhaitais, c'est que ces publicités-là fassent jaser. J'aurais été le premier malheureux, le premier peiné, si on avait une campagne publicitaire là, qui serait passée totalement inaperçue. Cela dit, je ne souhaitais pas de la controverse pour autant. Ce n'est pas ce que je dis. Peut-être mettre en contexte ces publicités. Elles ont été établies avec notamment des groupes témoins qui étaient composés là, principalement de personnes issues de différentes communautés culturelles. Donc, ce sont réellement ces groupes témoins qui ont aidé à élaborer le concept. Et ce sont malheureusement, et c'est bien triste de le dire, des préjugés assez tenaces qui sont évoqués dans ces publicités-là. Et dans les groupes témoins, on nous disait, voici le genre de situation que l'on vit. Mais pourtant, on est tous québécois. Donc, c'est un petit peu ce qui illustrait le concept. Certains ne l'ont pas apprécié, d'autres l'ont été, mais la bonne nouvelle à travers tout ça, on a parlé de lutte au racisme à travers une campagne publicitaire, ce qui est une nouveauté au Québec. Et je vous confirme qu'il y aura d'autres volets dans les prochains mois. Je ne souhaiterais pas qu'il soit controversé, mais je souhaiterais qu'il contribue quand même à la réflexion, à la discussion pour que l'on puisse continuer d'avancer dans cette lutte nécessaire au racisme. Dernière question, Monsieur le ministre, et ça va nous permettre de faire un résumé pour les deux. Qu'est-ce qui vous satisferait par rapport à votre travail à l'environnement? Quels résultats vous devriez obtenir pour vous satisfaire? Et également dans votre volet de travail de lutte contre le racisme, qu'est-ce qui vous satisferait pleinement en disant mission accomplie, tant du point de vue de l'environnement que de celui de la lutte contre le racisme? Je vous dirais le plus grand succès qui en serait un collectif, c'est si on arrivait à atteindre notre cible de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. Donc, on est en 2022 aujourd'hui. On a un travail colossal à réaliser. On a une feuille de route pour y parvenir, tout en sachant que ce ne sera pas facile. Donc, si on y parvient, ce sera une grande victoire, non pas pour moi, mais pour l'ensemble du Québec. Et pour ce qui est de la lutte au racisme, encore une fois, je vous dirais, ce serait un succès si, dorénavant,
un comportement, quel qu'il soit, s'il est teinté de racisme ou s'il est teinté de préjugés, qui puisse être perçu, qui puisse être dénoncé et condamné par toutes les personnes qui en sont témoins, par la société en général. Donc, c'est un beau rêve que je chéris, qui, encore une fois, sera une belle victoire pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Il ne faut plus tolérer ces comportements-là. Donc, pour ça, il faut les reconnaître. Ensuite, il faut les dénoncer, il faut les condamner, s'assurer qu'ils ne se reproduisent plus. Mais si une personne reste insensible en étant témoin d'un comportement qui est condamnable, c'est là où, malheureusement, on n'avance pas. Donc, c'est réellement une sensibilisation de l'ensemble de la société pour que l'on puisse d'abord reconnaître là, ces comportements qui viennent heurter la dignité humaine là, de plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes. Vous voyez que j'en avais beaucoup pour vous, Monsieur le ministre. Hein? C'est très agréable. Mais savez-vous, je tiens à ce que vous disiez à nos auditeurs que ce n'était pas préparé avec le garde des vues. On dit qu'il avait des réponses à tout. Je vous félicite pour ça, Monsieur le ministre, parce que non, vous possédez vos dossiers et puis c'est tout à votre honneur, Monsieur le ministre. C'est surtout à moi de vous remercier de l'invitation et en espérant qu'on ait l'occasion de se reprendre le plus rapidement possible. Mais en direct en studio, la COVID sera derrière nous. Encore plus agréable, effectivement. Merci, Monsieur le ministre. Au plaisir. À une prochaine fois. Une prochaine, au revoir.